Le processus électoral prend corps à compte-gouttes au Bénin avec notamment ces mouvements de soutien qui s'intensifient et puis cette intense activité des différents candidats, mais surtout l'installation prévue ce jour même de la Commission électorale nationale autonome. Une commission qui naturellement est au cœur du scrutin. Malik Gomina, bonjour. Bonjour François Vincent, comme vous l'avez si bien dit, une commission nationale électorale autonome qui est au cœur du scrutin. Depuis quelque temps, on a vu que toute l'attention des acteurs politiques a été focalisée sur la composition de la commission électorale nationale autonome. Une commission électorale qui, à voir l'engouement des uns et des autres à pouvoir la contrôler, peut être considérée comme l'une des pièces maîtresses de la prochaine élection présidentielle qui se joue. C'est à croire que ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas ce que les électeurs iront mettre dans les urnes, mais ce que l'arbitre chargé de suivre le déroulement du vote viendra nous dire. C'est à croire que ce qui compte aujourd'hui au niveau de l'élection présidentielle, ce n'est pas le nombre de personnes qui vont voter pour tel ou tel autre candidat, mais c'est ce que l'arbitre sera en train de dire. Tout porte à croire, si nous allons utiliser une formule imagée, François, c'est comme s'il y a un match de football qui va se dérouler au stade de l'Amitié et les deux équipes, au lieu de s'entraîner les mois qui précèdent le match, au lieu de multiplier les essais techniques et les différents scénarios afin de pouvoir contrer l'adversaire, on se focalise seulement sur qui pourra contrôler l'arbitre et se dire que dès lors que je contrôle l'arbitre, que je sois un bon joueur ou un mauvais joueur, alors je pourrai remporter la partie. C'est à ce triste spectacle qu'on assiste aujourd'hui à voir tout l'engouement autour de la Commission nationale électorale autonome. Ce qui préoccupe nos hommes politiques, ce n'est plus le vote des militants, ce n'est plus convaincre leurs compatriotes pour avoir le plus d'adhésion, c'est la maîtrise de l'arbitre et c'est là où on a de sérieuses inquiétudes. Vous l'avez dit vous-même, la Sénat c'est l'arbitre et on a rappelé que cette Sénat est au cœur du scrutin. Mais concrètement, Malik Gomina, qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'évaluer effectivement cet intérêt terrible que les différentes parties ont pour le contrôle de cette commission électorale nationale autonome? Oui, la question elle est préoccupante et ils n'en ont pas fait un raisonnement binaire pour dire voilà, d'un côté il y a de bons et de l'autre il y a des mauvais. C'est à tous les niveaux, au niveau de nos formations politiques que la question préoccupe et qui doit nous amener aujourd'hui à réfléchir. Parce que on a vu plusieurs personnes aujourd'hui tirer un trait honteux sur leurs convictions originelles pour construire un autre monde. C'est vrai que lorsque vous faites partie d'un parti politique, lorsque vous faites partie d'un groupe politique, vous pouvez être en désaccord avec la ligne de votre mouvement. Mais de là, cheminer sur une route totalement opposée à la route sur laquelle vous circuliez, ça pose quand même un problème. En plus, lorsque c'est des élus, lorsque c'est des élus qui changent de camp au gré de leur intérêt. Aujourd'hui, on a vu, et cela choque, des gens qui ont été élus sur la liste Kori par exemple, qui se mettent à faire campagne ouvertement contre le leader de la liste Kori. Et vice-versa, on a vu des gens qui ont été élus sur la liste. Quel message on veut laisser aux populations? Et toutes les parties en profitent dès lors qu'elles sont les bénéficiaires. C'est à croire que tous appliquent la maxime de Jules César qui dit « J'aime la trahison mais je déteste les traites ». Lorsque le traite sort de son camp, on est mécontent, mais lorsque le traite sort du camp d'en face pour venir vers soi, on se réjouit. Des solutions dans des moments aussi turbulents que ce que nous traversons actuellement. Au lendemain des élections, il faudrait que tous les problèmes, les aléas qu'on a pu trouver, les dysfonctionnements au niveau de nos différents tests, qu'on puisse corriger tous ces manquements-là et éviter d'attendre les derniers moments pour pouvoir aller vers la perfection. Je le dis et je le répète, si nous continuons par ruser avec nous-mêmes, un jour nous serons rattrapés par la réalité. Aujourd'hui, il n'y a plus une croyance en l'éthique, tout est absent du débat public et c'est ça qui gêne, c'est ça qui choque et les questions vont continuer au niveau de l'installation de la Sénat. Vous allez voir, les tractations vont se mener, mais ce n'est pas une bonne chose pour la sérénité du vote de l'électeur béninois. Justement, ce n'est pas une bonne chose et est-ce que cette volonté effrénée d'avoir la même mise sur l'arbitre ne peut pas nous amener à douter de la crédibilité et de la neutralité réelle de cet arbitre au soir des élections? Oui,
c'est parce que déjà l'engouement qui fait et la façon aussi de choisir les arbitres. Parce que quand ils sont choisis en fonction des camps politiques, c'est vrai que quand il y a l'équilibre de la tricherie, c'est une bonne chose. Mais il faudrait qu'on puisse réfléchir pour voir concrètement comment la chose pourrait se faire. Aujourd'hui, on parle de société civile. Avant, c'était l'ordre des magistrats qui désignaient et à ce niveau, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, c'est un foutu au niveau de la société civile. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faut réfléchir pour voir si véritablement on ne va pas revoir la façon de choisir. Si les politiques doivent pouvoir continuer par avoir des représentants, si c'est de façon équitable, on dit par exemple, ceux de la majorité, vous donnez 2, ceux de la minorité présidentielle, vous donnez 2, et les magistrats, par exemple, donnent 1, le corps des avocats, le corps des journalistes, d'autres corps de la société, les différents ordres, par exemple, vous essayez de donner pour qu'on puisse véritablement avoir un arbitre au niveau de dont la désignation ne souffre pas d'ambiguïté. Parce que si c'est à qui a le plus nombre de députés qu'on va permettre de faire ci ou de faire ça, le mercato politique va toujours continuer et à l'arrivée, ce serait le peuple qui sera perdant là. Parce qu'aujourd'hui, un camp est majoritaire, le camp d'en face crie au scandale, mais il oublie de dire qu'hier aussi, il a utilisé les mêmes armes. Et donc, pour éviter cet état de choses, il faut qu'on puisse revoir les critères de choix de l'arbitre. En conclusion, Malik Gomina, malgré ce constat désolant, on peut quand même demander aux 11 membres qui seront installés tout à l'heure de vite se mettre au boulot. Oui, ils doivent se mettre au boulot, malgré toutes les tares relatives à leur désignation. Il faut que très vite ils se mettent au boulot pour qu'on essaie de rattraper encore ce qui peut l'être. Parce que il y a une véritable course contre la montre qui va se lancer et les plus pessimistes se demandent si réellement nous pourrions aller au vote le 27 février. Mais encore, si on devait arriver à un report, au regard des tests constitutionnels, on a au plus une marge de manœuvre d'une semaine. Parce que le premier tour des élections présidentielles doit pouvoir se dérouler au moins, au plus tard, à un mois avant le terme du mandat de l'actuel président. Et nous savons que le terme, c'est le 6 avril. Donc, s'il doit avoir possibilité de report, c'est aller au plus tard au 6 mars. Dans un cas ou dans l'autre, c'est que les jours sont très comptés et on attend de voir comment les membres à la Sénat, qui, il faut le répéter, regorgent de beaucoup de personnalités, de talents, mais la façon dont ils ont été choisis peut permettre de douter si leur talent sera au service du peuple béninois ou alors des citadelles qui les ont désignés. Merci Malik Gomina, c'était le commentaire. Je rappelle que les membres de la Sénat seront installés tout à l'heure même par les sages de la Cour constitutionnelle. Ce sera à partir de 9h30 et on parlera une fois encore de cette date butoir du 27 février avec la chronique nationale de Sulpice Oscar Baguidi. Mais juste avant cette chronique, nous allons recevoir un invité, Elias Béhanzin. Il est juriste, communicateur, président de l'association Pont pour l'avenir. Avec lui, nous allons également nous pencher sur le processus électoral. Move. Appelez l'international aussi souvent que vous le voulez. Afin de vous permettre d'appeler vos proches à l'étranger, Move vous offre un tarif promo de 99 francs la minute vers 15 pays pendant 2 mois. À ce prix, offrez-vous le monde et communiquez avec tous vos proches et amis de l'étranger. Alors, qu'attendez-vous pour être dans le Move? Notez bien, prorogation de cette promo jusqu'au 31 janvier 2011. Move, no limit. Je vous le disais à l'instant même, nous recevons ce matin Elias Béhanzin. Il est juriste communicateur, président de l'association Pont pour l'avenir. Et à la suite de Malik Gomina, il va également se prononcer sur le processus électoral qui est en train de démarrer au compte-gouttes dans notre pays. Elias Béhanzin, bonjour. Bonjour, François. Voilà. Le 27 février prochain, en principe, les Béninois devraient se rendre donc aux urnes pour le premier tour du scrutin présidentiel. Mais le processus actuellement en cours suscite quelques interrogations. Oui, merci. Le processus en cours suscite quelques interrogations. Certaines personnes, politologues, analystes politiques, estiment
que ce processus n'a pas les chances d'aboutir. Nous, dans notre association Pont pour l'avenir, nous n'avons pas cette lecture de la chose. En fait, l'article 47 de la Constitution de notre pays dispose clairement que le premier tour du scrutin pour l'élection du président a lieu 30 jours au moins et 40 jours plus avant la date d'expiration des pouvoirs du président en exercice. Si on s'en tient à cela, il est clair donc que si on n'organise pas les élections dans le délai tel que le président de la République a appelé les électeurs, on risque donc de tomber dans une situation qui, juridiquement, à notre avis, n'est pas prévue par la Constitution. Donc c'est vrai que la Sénat n'est pas installée, qu'il y a beaucoup de choses à faire avant qu'on aille à ce scrutin-là. Mais le président de la République, à notre avis, est dans ses prérogatives normales et ne viole pas la Constitution. Je pense qu'il y a deux choses, il faut choisir le moindre mal et nous en sommes actuellement dans cette situation-là. Voilà. Il faut quand même faire les élections malgré le temps qui est si réduit. Oui, malgré le temps qui est réduit, mais est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des risques de report? Je ne pense pas qu'il y ait des risques de report parce que si on fait le premier tour le 27 février, comme annoncé, c'est que le 25, la campagne commence le 11 février. Et le président de la CPS, l'EPI, l'honorable Arif Bako, a déclaré récemment que déjà le 15 au plus, le processus de conduite de l'EPI devrait être à son terme et que donc avant cette date-là, les électeurs, enfin les enrôlés pour les opérations de la LEPI et qui ont donc plus de 18 ans au moins devraient déjà avoir le cas d'électeurs. Si donc le problème d'enregistrement des électeurs est réglé à cette date-là, théoriquement, je pense qu'on peut tenir à bonne dans ce scrutin-là. Mais si jamais on n'y arrive pas, là, on se retrouvait dans la situation qu'au 6 avril, on risque donc de ne pas avoir du tout de président de la République, ce qui, à ma lecture de la Constitution, n'est pas du tout prévu. Alors, le président d'association et le citoyen béninois que vous êtes, s'il avait un souhait réel à émettre aujourd'hui, à la veille de ces élections, ce serait lequel? Que tous les acteurs, surtout politiques et peut-être aussi la société civile, prennent les dispositions, s'ouvrent l'esprit citoyen afin que nous puissions aller au thème de ce processus-là. Parce que le 6 avril, parce que si on organise le premier tour le 27, ça veut dire que le second tour sera pour le 15 mars. Et donc, juridiquement, la Cour constitutionnelle a le temps de se prononcer sur les éventuelles contestations des uns et des autres. Et au plus tard, le 6, le prochain président pourra être installé. Mais si ce n'est pas le cas, on risque donc de tomber dans une situation, comme je viens de le dire, qui n'est réellement pas prévue. Parce que l'article 50 de notre Constitution dispose que il y a vacance de pouvoir pour faire de décès, d'empêchement définitif. Peut-être que certains politiques rangeraient cette situation-là de ne pas avoir un élu à date dans le cas d'empêchement définitif. Et peut-être que la lecture, je dis pas se poursuivre peut-être par rapport au président de l'Assemblée nationale, mais techniquement ce n'est pas le cas qui est prévu. Alors, il faut prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait un président élu à la date du 6 avril. D'accord. Je rappelle, parlant justement de ce président qui sera élu le 6 avril, est-ce que vous avez jeté votre dévolu sur quelque des institutions et des entreprises par rapport à ces prérogatives actuelles à l'UEMOA nous démontrent que pour nous c'est l'homme qu'il faut. L'homme de la situation. Nous lui demandons d'être candidat et nous espérons qu'il acceptera. Voilà, si M. Jean-Yves Sizogan nous suit depuis Ouagadougou, où il exerce, eh bien, il n'a qu'à savoir que l'association Pont pour l'avenir lui demande purement et simplement de prendre le taureau par les cornes et de se porter candidat pour le prochain scrutin présidentiel. Elias Béanzin, merci infiniment à vous. Je rappelle que vous êtes juriste communicateur, président de l'association Pont pour l'avenir, une association qui souhaite vivement que le processus électoral aille jusqu'au bout et dans les délais, et qui souhaite aussi que Jean-Yves Sizogan, fonctionnaire international de l'UEMOA, soit candidat à la prochaine élection présidentielle. Une élection dont le premier tour est prévu le 27 février. Une date très importante. Et pour Sulpice Oscar Baguidi, notre chroniqueur, il y a un contre-la-montre qui a déjà démarré.